Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un thème assez important et pour autant qui est peu traité, je trouve, qui est celui de comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour faire évoluer le positionnement d'une marque. Et donc, par extension, ce qu'on vient interroger, c'est la perception que les gens en ont. Comment, dans la communication, les contenus qu'on va créer, le discours, les messages qu'on va faire passer sur les réseaux sociaux, on arrive à faire évoluer la perception que les gens ont de la marque. Et pour ça, on a plusieurs leviers qu'on a identifiés, qu'on met en place aussi pour nos clients aujourd'hui. Donc, on va essayer de se baser au maximum sur des exemples concrets de ce qu'on a pu déployer pour nos clients, pour, je l'espère, vous donner des idées sur comment vous pourriez faire pareil si vous avez des enjeux de repositionnement, de perception, etc. etc. Voilà. Qui se lance? C'est la rentrée, c'est un peu long. Peut-être sur le premier qui me vient, qui est celui où on associe des professionnels qui utilisent le produit au quotidien et donc qui crédibilisent l'usage en B2C. Je pense à des marques qu'on a comme tu te retiens de bailler là, comme Muti, comme Fevertree, qui sont d'abord des marques utilisées par les professionnels, mais aujourd'hui la majorité de leur business est fait par le grand public. Comment on arrive à capitaliser sur ça de façon la plus pragmatique possible pour cette cible-là. C'est-à-dire qu'on utilise les chefs non pas pour parler à d'autres chefs forcément, pas dans cette relation B2B qu'on pourrait avoir sur des marques food service, mais comment on l'utilise pour parler aussi au B2C et donc des fois avec un langage aussi qui doit s'adapter tout en gardant ce côté un peu professionnel par rapport à la valeur perçue. Donc, c'est toujours ce jongler là-dessus qui est important sur la partie chef et sur la partie bartender, par exemple, sur Fever. Juste une précision là-dessus, parce que je pense que c'est une interrogation qu'auront les gens qui vont écouter. On est d'accord que ces gens-là ne sont pas forcément des influenceurs. Non. C'est ça, ce qu'on vient chercher, c'est la caution professionnelle. C'est pas l'audience de la personne. Exactement. C'est une forme de crédibilité. On prend un autre parallèle sur lequel on est en train de travailler. Pour une marque qui a une grosse partie de business dans son jardin, on va réfléchir à qui a la plus grosse expertise de son jardin. Et on a trouvé un grand-père qui a une expertise de dingue là-dessus. On va travailler potentiellement avec lui. Luna, si elle arrive à le convaincre, c'est son grand-père, de travailler avec lui pour cette notion de crédibilité. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a peu de transmission de savoir-faire. Voilà, c'est cette personne-là qui va jouer là-dessus. Et donc, comment la marque s'associe à ces personnes qui sont identifiées comme un peu les sachants dans leur domaine, mais qui ne sont pas forcément des influenceurs. Ou sur le côté canin, pareil, de cette marque-là, un éducateur canin, mais qui n'est pas forcément un influenceur, sur lequel on pourra venir travailler des formats. On a un peu plus de latitude aussi quand on travaille avec des personnes qui ne sont pas forcément des créateurs de contenu. Il y a un côté coût derrière ça, et puis il y a un côté aussi rapport à la personne. Quels sont, d'après vous, dans cette logique-là, d'aller chercher une forme de caution du coup professionnel ou pas, mais on va chercher un sachant ou quelqu'un qui est identifié comme tel, on lui fait prendre la parole sur les réseaux de la marque. Les points de vigilance pour que ça se passe bien, est-ce que vous arrivez à en identifier ou des erreurs à éviter, des choses auxquelles il faut faire attention pour pas justement que ce qui sur le papier est une association qui fait sens une fois mise en œuvre ou mise en pratique décrédibilise la marque plus qu'elle ne la crédibilise. Je pense qu'il y a tout un enjeu qui est de prendre des gens déjà qui sont à l'aise devant une caméra. Souvent en fait on va pouvoir trouver un super expert dans un domaine, mais face à une caméra il est tétanisé et du coup le message ne va pas du tout passer et ça va être un peu cata. Donc des fois plutôt prendre des gens qui sont à l'aise devant une caméra, experts sur leur métier et surtout qui réussissent à expliquer de manière très simple les choses. Souvent avoir un chef cuisinier, je prends cet exemple, qui emploie des mots techniques, qui complexifie toutes les choses, etc. Du coup on va pas réussir à engager sur les réseaux sociaux. Donc en fait le message qu'on va faire passer c'est il est cool, il est intéressant, on s'associe avec un chef, etc. Mais le contenu ne sera pas vu et ne sera pas repartagé. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et je pense qu'il y a vraiment ce gap-là. Pas prendre un expert, un ultra-expert, juste pour donner la crédibilité à la marque et le positionnement. Il faut garder quand même encore les codes du social media. Donc, c'est là où je pense que nous, on a un rôle. Et après, derrière, je pense avoir tout un univers aussi qui est important. Et je pense que le piège à ne pas, pour moi, pas oublier en social media, c'est qu'il faut créer aussi de l'image. Derrière, le chef, ça doit être dans sa cuisine. On doit voir que c'est une cuisine de chef. Le grand-père dans son potager, ça doit être son potager. Il doit avoir ses réflexes et tout. Faire gaffe à pas vouloir ramener la personne ou l'expert dans un environnement qui n'est pas le sien. Parce qu'en fait, on va juste avoir des contenus qui vont être un peu chiants. Je prends l'exemple la dernière fois de Philippe Etchebest qui fait des interviews où il n'est pas habillé en chef. N'empêche que tu le reconnais pas, quoi. En fait il y a moins ce côté où tu te dis il va pas parler de cuisine et tout, tu vois. Je trouve que l'habit fait quand même beaucoup de choses et je trouve qu'avec Muti Tablier Rouge c'est un bon exemple, quoi.
Et je pense que là-dessus, ce qui est important, c'est de ne pas travestir les personnes. C'est-à-dire, on doit et pas les utiliser, mais plutôt faire une collaboration avec eux, de se dire, utiliser en fait des personnes qui ont envie de transmettre quelque chose. Et c'est ça aussi qu'on va utiliser, nous, sur les réseaux sociaux pour gagner en crédibilité et positionner la marque versus presque, tu vois, des acteurs, acteurs, mercenaires, et voilà, qui n'auront pas ce rôle-là. Donc, on garde toujours en tête cette notion d'authenticité qui doit aussi guider ce type de production. Ok. Deuxième levier assez évident, et c'est pour ça que je voulais faire la distinction, c'est l'influence. Donc de se dire, il y a les gens qu'on va chercher pour ce qu'ils incarnent, ce qu'ils représentent, ce qu'ils vont évoquer au public, et puis après, il y a aussi les gens qu'on va chercher pour leur notoriété, peut-être pour leur facteur cool aussi. Souvent, l'influence, c'est un levier qu'on utilise quand on a un enjeu à paraître comme une marque cool auprès de la cible qu'on cherche à identifier. Sachant que cette notion de cool, elle est éminemment subjective et elle change en fonction de la cible dont on se parle. Tu vois. Mais par exemple, je sais pas, t'es un quadra CSP+, passionné de culture. Le cool, c'est Radio France, c'est le mec qui fait les interviews sur Radio France versus un teenager. Chacun a son cool, quoi. Voilà, chacun a son cool. Je pense que c'est ça aussi, il faut faire attention à ça. Est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent là, par rapport à ça? Au-delà des exemples, plutôt de se dire, et nous, ça c'est une thèse qu'on a, de se dire l'influence qui permet d'identifier ou de faire évoluer le positionnement de marque, c'est vraiment de l'influence qui influence. C'est pas de la micro-influence qui va faire évoluer ça, c'est vraiment comment on rentre dans les codes d'un influenceur qui a une vraie communauté pour dire que ces codes-là sont aussi des codes et des valeurs qu'on a à travers notre marque. Et donc, on arrive à être identifié au sein de cette communauté comme faisant partie, en ayant les codes de cette communauté-là. Et c'est là où c'est pas évident, parce que souvent, tu vois, je vois, je sais pas, une Léna, là, on est encore en août quand on fait le podcast, il devrait sortir en septembre, mais on est fin août. Il y a plein de marques, tu vois, qui vont venir s'intégrer dedans. Dans quelle mesure la communauté, la cible de cette marque-là a vraiment ces mêmes valeurs, c'est pas forcément le cas. Alors que ça serait beaucoup plus logique pour d'autres marques. Donc il faut aussi faire attention dans l'influenceur qu'on va sélectionner de sa communauté pour être sûr que ceux dont on veut se rapprocher en termes de valeurs collent avec la marque, quoi, parce que sinon il n'y aura pas l'effet qu'on veut en termes de positionnement. Ouais, je pense qu'il y a un enjeu, cette question de sens, moi je la trouve intéressante, parce qu'en fait tu peux aussi avoir des collabs qui sont inattendues, mais qui, quand on les explique, entre guillemets, font sens. Et là, j'ai presque envie de dire, c'est presque la responsabilité, évidemment de la marque de choisir la bonne personne avec qui le faire, mais de l'influenceur aussi d'expliquer pourquoi ça fait sens et de ramener du contexte et du sens autour de cette collaboration. Mais j'ai presque envie de dire d'ailleurs, celle qui génère le plus de retombées, c'est pas forcément celle qui marche le mieux, mais c'est justement celle où il y a un facteur un peu what the fuck, et où en fait quand on t'explique le pourquoi, tu te dis ah ouais mais putain si en fait c'est évident, tu vois. Ou une association que tout le monde attend un peu, quoi, des fois sur des plus gros. Et souvent les marques, elles ont un truc qu'elles font mal, c'est qu'elles prennent un influenceur pour son audience. Ses performances, mais rarement pour sa communauté. Et typiquement, je trouve qu'un bon exemple, c'est... Par là, ce que tu veux dire, c'est qu'ils le prennent pour la taille de son audience, son taux d'engagement, sans forcément faire attention à qui le suit, et est-ce que c'est vraiment les gens qu'on a envie de toucher, quoi. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs qui se sont construits avec des communautés qui sont très denses par rapport au profil, etc. Et moi, je trouve un bon exemple, c'est d'aller voir les commentaires sur les publications de l'influenceur pour voir après c'est qui les gens qui interagissent avec cette personne. C'est pour ça que des fois, on prenait l'exemple, on a bossé avec un influenceur jardin. En fait, il y a des top influenceurs jardin, mais qui jouent beaucoup sur l'humour, etc. Et du coup, ils vont sortir des experts, etc. Et les gens qui vont toucher par la vidéo, c'est pas uniquement des gens qui un jour vont franchir le magasin et qui vont rentrer dedans. Versus un plus petit créateur qui par contre là il a vraiment des gens qui sont mordus, qui ont posé des questions techniques, etc. Et du coup cette personne-là aura une image perçue beaucoup plus forte pour ton positionnement que quelqu'un qui est ultra généraliste. Donc moi j'aurais toujours tendance à dire des fois, il y a des créateurs qui coûtent plus cher mais qui ont moins d'audience, moins de performance, mais qui sont beaucoup plus forts pour le positionnement versus d'autres qui sont plus généralistes. Et ça dépend de qui tu vas avoir. Est-ce que tu as envie, là tu vois dans cet exemple-là, d'avoir des experts sur ce sujet-là, ou des gens qui peuvent être touchés mais qui ne sont pas forcément experts de la chose, parce que des fois les experts ils ont déjà leur façon de consommer par exemple, et compliqué certains experts de leur faire changer. Donc tu vois, moi je le voyais plus en disant faire bouger un positionnement.
Tu vois, par exemple, tu as un positionnement où tu dois dire, tiens, je dois me positionner là-dessus, sur ce truc-là. C'était plus là-dessus. Tu mais être affilié à quelqu'un qui est vraiment très identifié, ouais. même par des gens qui sont un peu loin du domaine. Et après, il y a aussi un truc, c'est que je pense que c'est particulièrement important aussi pour les gens qui sont là depuis longtemps. Parce qu'en fait, ces personnes-là, et c'est la vie, elles évoluent, donc leur communauté évolue aussi. Parfois avec eux, mais parfois la communauté change. Et donc, tu sais, moi, il y a des gens auxquels je suis encore abonné, donc de fait, je suis dans leur audience. J'interagis pas avec eux parce que ils ont changé de discours, de thématique, de message, de posture. Voilà, je me désabonne pas pour autant parce qu'au fond, personne le fait, se désabonner d'un compte que tu as suivi il y a 4 ans. Une forme d'affect un peu. Ouais, et puis c'est une forme d'habitude, quoi. Tu t'es habitué à les voir dans ton feed, donc tu fais plus trop attention. Pour autant, ça veut pas dire que tu es attentif à ce qu'ils racontent. Et donc c'est là où je pense qu'effectivement, ce que tu disais, Ben, est intéressant de se dire, mais qui interagit vraiment avec les publications à l'instant T, quoi. Et après, peut-être une astuce, sinon, c'est des fois, s'il n'y a pas de personnes influentes dans un domaine, là-dessus, c'est peut-être typiquement comment tu l'intègres du coup dans le contenu d'un autre influenceur. Je pense notamment, il y a beaucoup de chefs qui sont très réputés mais qui ne sont pas actifs sur les réseaux. Là, typiquement, je suis en train de creuser le sujet de la Coupe de France, Coupe du Monde de la boucherie, qui a été remportée par des bouchers français. Exactement. Parce que les bouchers remportent la Coupe du Monde de la boucherie, jusqu'ici, il n'y a rien de surprenant. Mais... Merci les gars. C'est rassurant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a aucun qui est actif sur les réseaux sociaux. Par contre, leur image qu'ils renvoient est très forte. En fait, on ne pourrait jamais bosser avec eux en social media parce que, en vrai, il y a peu de potentiel. Par contre, tu vas prendre un boucher actif sur les réseaux et tu lui intègres. Faire rencontrer ces gars-là. Et tu mets ta marque dedans et bingo, quoi. Et je pense que nous, on a ce rôle-là aussi à jouer. Ça va se faire bientôt. J'espère. Croise les doigts. Donc on a parlé de la caution professionnelle, on a parlé de l'influence, pas très loin de ça il y a le co-branding qui est quelque chose qu'on fait aussi depuis longtemps et qui est intéressant effectivement en termes de faire évoluer, préciser un positionnement de marque. Je pense notamment quand on a des enjeux à premiumiser un peu une marque, je pense que c'est un bon levier. Essayer d'aller choper des collabs avec des marques qui sont identifiées comme étant vraiment des références dans leur domaine respectif, connexes à celui de nos clients en général. C'est des marques qui ne sont pas hyper éloignées. Je pense à tout ce qu'on peut faire sur de l'équipement pour les cuisiniers, sur de la vaisselle de qualité, sur des choses comme ça. Qui peuvent se faire. Alors, il y a des choses qu'on fait souvent par les concours, c'est-à-dire tu viens faire un concours avec une autre marque, donc tu aspires sa communauté, mais l'idée c'est d'aller encore un cran plus loin et de créer du contenu aussi, un peu comme des fois les youtubeurs font beaucoup, même de plus en plus d'influenceurs sur d'autres plateformes, aller sur les réseaux d'un autre. Au fond, nous l'idée c'est de faire un peu la même chose avec les marques qu'un duo peut faire, Duolingo peut aussi faire. Comment nous avec nos marques on arrive comme ça à faire des passerelles où en fait on est identifié avec cet influenceur mais cette marque là, et donc on est dans le spectre des affiliés des cools de cette marque, quoi. Et il y a un autre point qu'on n'a pas adressé, mais je trouve que le social media a cette force de répétition aussi qui permet de mettre en place des wordings, des éléments de langage qui peuvent être assez forts, et on le voit je pense qu'on a un taf, c'est de création d'un storytelling autour de la marque. Et derrière, typiquement, on prenait l'exemple de Mouti qui, pour moi, est assez intéressant là-dessus, c'est pas juste un poteau de tomates. C'est les meilleures tomates d'Italie, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. On a créé beaucoup de contenu aussi là-dessus. Et je pense que dans notre rôle derrière tout ça, c'est aussi avoir des contenus qui vont moins bien performer et être OK avec ça, qui vont moins être visibles et moins performants organiques, mais qui vont permettre de placer les bons mots et après répéter ces mots-là de manière qui contribuent à enrichir l'univers de la marque. C'est vrai que c'était un peu t'as anticipé sur le dernier point sur lequel je voulais échanger avec vous, mais c'était de se dire comment tu crées un monde autour de ta marque, et ça passe par plein de choses. Ça passe par le lexique. C'est tout l'univers de marque après. C'est les lieux dans lesquels tu shootes, c'est l'accessoirisation, c'est même la qualité de la production. Il y a un monde où... les personnes qui incarnent. Voilà, tu peux choisir d'avoir une qualité de production moins importante parce que ce que tu veux dégager, c'est on est une marque authentique, accessible, qui vit avec toi et qui t'accompagne dans ton quotidien, versus la marque des grandes occasions où là, il faut mettre des paillettes dans les yeux de tout le monde, tu vois. Et ça, je pense que c'est malheureusement, des fois, c'est pas des choix qui sont faits en conscience. C'est-à-dire que tu as beaucoup de marques qui composent avec les contraintes avec lesquelles ils doivent composer. Et donc, du coup, le choix s'impose à eux un peu, entre guillemets.
Et le travail n'a pas été fait jusqu'au bout de questionner le fait de se dire, ok, mais si on tire le fil jusqu'au plus petit niveau de détail, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Et c'est là où les marques, et c'est aussi notre rôle, hein, c'est pour ça qu'on est là, de tirer le fil un peu plus loin, font souvent un jeu de dire, il y a quelques éléments de wording et surtout quelques codes couleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on a. Mais au fond, c'est pas ça qui peut... Voilà, on a le rouge. Il y a d'autres marques qui ont le rouge et des grandes marques qu'on combat. Et donc, ça va beaucoup plus loin que ça. Et l'enjeu, et tu as raison, c'est autour de la répétition aussi, quoi. Parce que, tu vois, les créateurs font souvent, des fois, de commencer avec la même phrase ou d'avoir toujours ça. Et c'est pas qu'un élément, c'est l'association ou le cumul de tous ces éléments-là qui font que, en fait, ce que les gens vont pouvoir percevoir de la marque, il n'y aura pas de delta. Et en fait, moi, je trouve que c'est comme ça que j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que tu crées un culte. Tu vois, c'est un peu un truc de par la répétition, il y a une association très très forte entre un mot, une couleur, un endroit et la marque, et ça devient même une référence culturelle entre guillemets dans le petit groupe que constitue notre audience de fans. C'est si tu sais quoi. Tu vois, genre c'est un truc, c'est presque, ça devient presque un signe d'appartenance. Ouais, y a, quand les gens se voient entre eux, tu vois, je sais pas, par exemple, il faudrait que j'arrive à trouver un exemple qui m'aime, mais tu vois, Ali Abdaal, qui est un youtubeur que j'aime bien et que je suis, il ouvre toutes ses vidéos, comme tu le disais, en disant Hey guys, et tu vois, c'est devenu un truc genre, c'est presque le salut de la communauté des gens qui suivent Ali Abdaal, tu vois. Hey guys, il y a un truc. Ce que les créateurs ont, ce que les marques ont plus de mal à faire, quoi. Et parce que je pense qu'en tant que créateur, en faisant en plus. En tant que créateur, c'est surtout que tu composes avec ce que t'es. Donc en fait, souvent, ces trucs-là, c'est juste toi fois le nombre d'itérations. Tu vois. En gros, c'est dans ta personnalité, c'est ton tic de langage, mais comme tu le dis à chaque fois et que tu as fait 500 contenus, bah, c'est là que la force de la répétition et donc le mécanisme d'association, il arrive. Tu vois. Mais le problème, c'est que si personne fait le travail pour la marque, c'est pas la marque elle-même qui va le faire. Sachant qu'en plus, on le sait, une marque, c'est vivant. Enfin, les gens, ils changent, les interlocuteurs partent, elles changent d'agence, elles changent de directeur marketing. Donc, la continuité, s'il n'y a pas à un moment quelqu'un qui dit, qui fiche le truc en disant la marque c'est ça, pour assurer la continuité et avoir les bénéfices de ce phénomène de répétition, c'est plus compliqué, quoi. Mon Totalement d'accord. Autre chose à ajouter? Non. Moi j'avais juste un point que je trouve aussi intéressant, c'est comment, et c'est un peu mon obsession du moment, c'est comment tu fais pour créer un événement marquant dans la vie du conso pour faire en sorte que ce truc-là, ce soit indéniable, que ça soit associé à la marque. Je prends l'exemple où, en gros, quand tu répètes toujours le même message, etc., même si tu bosses avec des experts, etc., pour le coup, en soi, tu vas être associé, mais tu vas pas être le leader sur le sujet. Et je trouve qu'il y a un truc de se dire que pour asseoir ton positionnement, il y a un truc de quête de devenir le leader et l'exemple sur le sujet. Et je trouve que les activations, les moments, les souvenirs, etc., ils ont vraiment ce pouvoir pour le coup de le faire, tu vois. Je prends un exemple. Là, je suis un compte d'art où pour montrer que leurs produits sont produits en France, fabriqués en France, etc. Ils sont partis faire un voyage presse à la place de montrer le produit, etc. Ils sont partis à dire on va voir l'endroit où c'est fait. Et j'ai ramené des influenceurs et je les ai amenés faire ça et je les ai amenés découvrir la ville, etc. Et je trouve que du coup, dans le souvenir que moi ça a créé chez moi, c'est ok, en fait c'est vraiment une marque française. Ils mentent pas, quoi. Ils mentent pas, et même tu vois dans ma tête, quand je pense à eux, je pense à ce truc là. C'est pas la meilleure activation, mais en tout cas ils ont réussi à faire en sorte que je m'en souvienne. Et ils ont fait passer le message qu'ils voulaient faire passer. Ouais, exactement. Quand tu penses Made in France, tu penseras à cette marque là. Si on te demande est-ce que tu connais une marque Made in France dans tel truc, c'est eux qui vont te venir à l'esprit en premier. Exactement, et je pense que pour moi ça va à la fois sur des activations de la marque, mais des choses qui sont pas volontaires. Et je prends un autre exemple, Duralex, qui était convaincu de se dire nos verres sont incassables, on peut les jeter, etc. Et ils se sont fait connaître là récemment avec un renouveau, c'est le mec de l'usine jette les verres par terre et ils explosent à chaque fois. Mais ce qui a fait que du coup, ce truc-là, pour moi, a créé un souvenir chez moi plus fort que n'importe quel autre contenu social media. Et c'est là que du coup, je pense qu'on doit aller chercher ça, nous, en tant qu'agence, d'aller faire un souvenir... T'as beau avoir le positionnement que tu veux, mettre les assets, tous les trucs que tu veux, si personne les retient, dans tous les cas... Ouais, puis c'est la différence entre, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais l'image vécue, l'image voulue et l'image perçue, et où en fait...
voilà, comment tu te saisis de toutes les opportunités que tu as d'essayer d'aligner au maximum Exactement. ces choses-là. Après, à la fin, c'est quand même, et ça pourrait presque faire l'objet d'un autre podcast, mais celui qui décide à la fin, c'est le conso, quoi. Et donc, je pense que, voilà, il y a aussi des fois, par contre, à l'inverse, des réalités à accepter. Je voudrais être perçu comme ça, mais les gens me voient comme ça. Et au fond, est-ce que tu gagnerais pas à accepter que c'est comme ça que les gens te perçoivent et donc, ils achètent mon produit pour ça, donc je vais pas commencer... autant l'accepter, tu vois. Bah ouais. Ouais, je pense que ça, c'est... Mais c'est le sujet d'un autre épisode. Dernière section du podcast, les recommandations. Moi, je peux commencer. J'ai une Vas-y. super reco. J'aime bien vous trouver des comptes de créateurs que j'ai vus qui ont peu ou pas d'abonnés. Et lui, je suis tombé dessus et j'ai fait trop bien. C'était une idée que j'avais eue pour un client et je l'ai vu faire et je fais trop cool. J'avais trop envie que je vous partage. Il s'appelle jolicoeur.mtl. Il se décrit comme chroniqueur de quartier, côté de Saint-Paul, de Vielle-et-Marne et de Saint-Henri. C'est un papa entrepreneur. Et en fait, il documente la vie de son quartier sur plein de choses. 700 abos. 700 abonnés. Et il a fait un contenu là il fait des contenus qui pop. Il fait 20 000, 40 000 vues, etc. Donc ça marche bien. Et en fait, il documente la vie de son quartier par rapport à des initiatives qu'il y a. Et je trouve qu'il n'y a pas plus utile et réaliste d'un truc de se dire, en fait, avoir l'influenceur de mon quartier. Et je trouve ça génial. Quand j'ai vu passer, je me suis dit, putain, cool. Et du coup, là, je l'ai suivi et j'attends de voir un peu ce que ça va donner. Oui, je pense. Oui, ça doit être ça, Montréal, je pense. Je sais même pas qui a fait gaffe, pour le coup. J'ai consommé ses contenus. Après, je trouve ça top comme idée, mais il faut être OK avec le fait que tu parles aux gens de ton quartier, quoi. Ouais. C'est que... Non, mais après, c'est différent. Alors, toi non, mais ça va te divertir, mais au bout d'un moment, entendre parler d'endroits que tu connais pas et dans lesquels tu iras sans doute faut jamais. Vraiment qu'il le fasse très très bien. En fait, ou alors, faut qu'il soit super chaud en storytelling, quoi. En fait, c'est ça que je pense que, et on l'a vu là, typiquement en ce moment avec Mérimée sur Rennes, où tu as un créateur là qui vient d'exploser, qui parle d'anecdotes de Rennes, etc., avec un ton et une façon de faire ses intros qui est différenciante. Et je trouve qu'en fait, même si t'es pas de la ville ou du coin, je pense que tu t'attaches à la personne. Et là, moi, je trouve que qui viennent chez toi, quoi. En fait, j'aime bien consommer ces contenus. Je sais pas pourquoi. Après, c'est bien, je suis vraiment le mec qui aime tout. Non, mais en fait, moi, je vois le truc, mais je pense que ça marche si la valeur, elle vient de l'histoire et pas d'une valeur d'utilité. Ouais, exactement. En gros, qui te partage la meilleure boulangerie de son quartier, ça a du sens s'il te raconte l'histoire de la boulangerie et que tu vois le boulanger et que tu le vois... tu vois qu'il en fait vraiment un truc de storytelling. Par contre, si c'est pour te dire que les croissants sont pas chers et qu'ils sont bons, tu t'en fous un peu puisque tu iras jamais là-bas, tu vois. Et peut-être le lien pour lequel il a beaucoup de vues, mais peu d'abonnés. C'est pas impossible. Peut-être ça peut y a un lien entre les deux. Mais en tout cas, là, le dernier contenu sur lequel qui m'a poussé à m'abonner, c'est qu'il rénove des bibliothèques de quartier. Et je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, il y a un truc de do it yourself, etc. Un peu comme Vianney qui est en train de construire sa maison. Mais ça sera un autre sujet. Okay, Vianney construit sa maison. Autoconstruction dans un champ et tout. Il est sur YouTube déjà. Costaud. Je voyais pas faire ça. Et la fondation et tout. Okay. Il était scout, non? Donc il doit savoir planter des bâtons, un truc comme ça. Je sais pas. Bon. Voilà. La bise à Vianney, en tout cas, sinon Ouais. regarde. Peu de chance. Oui. No offense, bro. Ouais, non, mais tu sais, une petite pause en autoconstruction. Ça fait toujours du bien. Les recommandations aléatoires de YouTube, on n'est pas à l'abri qui tombent sur le podcast de Tierface. Moi, pour une fois, c'est un contenu en anglais, mais qui est assez accessible, même pour ceux qui sont pas très fluents. C'est Max Comedian. C'est un humoriste américain. Je sais pas pourquoi il est tombé chez moi et j'ai adoré son humour d'abord, qui plaît pas à tout le monde. Je l'ai montré à ma femme, elle a pas rigolé une seule fois. Mais qui a quelque chose que je trouve hyper intéressant et qui est une tendance que les comédiens aussi français ont de plus en plus. C'est uniquement des reels d'interaction avec le public. Et je le trouve... en fait, ça vient cocher chez moi la case de l'authenticité, de me dire dans quelle mesure il va être bon. Après, s'il la met en ligne, c'est que c'est le bon moment. Mais voilà, j'aime bien cette notion d'authenticité aussi sur cette partie humour versus les humoristes qui mettent uniquement des courts passages de leur sketch. Et donc, voilà, si vous avez envie de rigoler. En tout cas, s'il y a des personnes qui rigolent, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je me sentirai moins seul. Après, il est suivi par un peu plus de 7 millions de personnes. Donc, je me dis que je suis pas tout seul. Entre Ben, 700, voilà. Moi, je ne vous fais pas découvrir des pépites montantes. Après, s'il est américain, potentiellement. potentiellement. Oui, c'est... Voilà.
moi, j'ai pas une recommandation à faire encore que. On mettra dans les commentaires une vidéo exemple de ce dont je vais parler là, mais moi, je suis en train de creuser un petit peu l'analyse du lancement du dernier livre d'Alex Hormozy. Donc, Alex Hormozy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un créateur de contenu américain qui parle... Hi Alex, qui parle de business. Alors avant d'être créateur de contenu, c'est surtout un businessman accompli. Hein. Il a eu plusieurs business, il a fait des exits à plusieurs dizaines de millions et aujourd'hui il a un fonds qui investit dans des entreprises pour accélérer leur croissance, etc. Moi, c'est quelqu'un que je suis beaucoup à titre personnel. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, il y a à boire et à manger dans ce qu'il dit, mais le mec est très bon, le mec est brillant et surtout le mec vient de lancer un bouquin et il vient de faire 100 millions de dollars sur le lancement de son bouquin. Ce qui est juste incroyable, je pense qu'il n'y a à peu près aucun lancement de livre dans l'histoire de la littérature business ou pas qui a fait autant d'argent en aussi peu de temps. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que... Alors ça a peut-être fait 100 millions dans la durée, mais pas le jour du lancement, je crois pas. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que c'est un mec qui du coup écrit des livres sur des tactiques et des stratégies business et bah, la preuve par l'exemple, quoi. Le mec t'explique comment... gagner de l'argent en entreprenant et en lançant un bouquin, il fait 100 millions de dollars en 2 jours. Donc c'est que le gars a dû comprendre 2-3 trucs quand même sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et il y a eu donc du coup, suite à ce lancement titanesque, pas mal de vidéos qui déconstruisent ce qui s'est passé, comment il l'a fait, comment il y est arrivé. Faut quand même mentionner que le gars est à la tête d'une communauté de plusieurs millions de personnes, donc c'est pas un noob, il sort pas de nulle part. Mais voilà, je trouvais ça déjà assez impressionnant en soi en termes d'accomplissement. Mais surtout, il y a plein de bonnes choses à en tirer sur le plan marketing et commercial. Donc, je mettrai le lien. J'ai un créateur, je crois, francophone qui a fait une vidéo d'analyse en tête. J'essaierai de remettre le lien dans la description de la vidéo et du podcast pour ceux que ça peut intéresser. Mais je pense qu'il y a plein de choses à en apprendre. Et c'est costaud. Pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant, je trouve que c'est un bon indicateur, un marqueur quand des gens qui sont dans ta cible font du contenu sur toi. Je trouve que d'ailleurs, demain, c'est genre vraiment, tu te dis putain, c'est cool. Et je pense que lui, il a vraiment coché cette case où les gens décryptent les choses de manière assez brillante là-dessus. C'est une brute, c'est un monstre. Moi, encore une fois, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je suis assez admiratif de sa capacité de travail. C'est bluffant, c'est bluffant. Et tu vois, moi qui suis pas du tout cet écosystème-là, j'en entends parler tout le temps. Alors que, en fait, c'est juste je pense qu'il a réussi à s'intégrer un peu dans toutes les conversations. Ouais, il l'a fait vite, en 2-3 ans, il a explosé le type. Mais quand il t'explique, en fait, ce qui est assez bluffant, c'est quand il t'explique comment il y est arrivé. C'est logique, en fait, tu comprends. Et bon, après, il y a des trucs qui me parlent, moi, à titre personnel, par rapport à mon système de valeurs, tu vois, sur la valeur travail, sur l'effort que tu fournis, sur l'intensité estimée, etc. Donc, je me reconnais là-dedans aussi, et ça doit pas être le cas de tout le monde, tu vois. Mais ouais, c'est costaud, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. C'est tout pour nous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.